partager avec vous. Je vous propose qu'on démarre doucement. On est dans une table ronde qui se veut à la fois concrète et inspirante sur la question du modèle des entreprises familiales et notamment le fait de s'interroger sur le fait que ces entreprises familiales pourraient être plus à même de répondre aux enjeux de transformation et à la réponse aux gros enjeux de société auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, je me présente rapidement, Des Anges et des Hommes. Je fais partie du cabinet Des Anges et des Hommes que j'ai créé avec 3 autres partenaires il y a une petite vingtaine d'années. Et nous avons rejoint il y a 2 ans et demi le groupe EcoCert qui avait le souhait de créer un pôle d'expertise sur le conseil et la formation pour justement accompagner la transformation des entreprises. L'objectif de cet accompagnement, c'est évidemment d'aider à cette transformation, mais en donnant aux personnes, aux humains qui sont dans vos organisations, les clés pour réussir cette transition à leur propre niveau. Alors j'avais envie de faire un petit vote à main levée. Levez la main les gens qui, dans la salle, travaillent dans une entreprise familiale. Ah, c'est bien, génial. Alors, quelques mots sans faire trop long sur cette famille des entreprises familiales. J'ai mis quelques éléments à l'écran. Alors d'abord, il faut savoir que la France est le 3e pays pour les entreprises familiales. Voilà, on a beaucoup de belles entreprises de taille importante qui sont localisées, dont le siège est localisé dans notre pays. Elles sont plutôt en bonne santé, puisque une grande majorité d'entre elles, quand on les interroge, estiment que leur activité va croître dans les prochaines années. La plupart d'entre elles ont des réflexions assez avant-gardistes sur les sujets de durabilité, et nombreuses d'entre elles ouvrent la voie, sont assez pionnières dans le fait de défricher ces sujets qui sont ensuite souvent repris par des concurrents ou des confrères. Et puis, et on va en parler évidemment tout à l'heure, ce modèle, il est vécu comme vertueux et les gens qui sont à la tête de ces entreprises aimeraient que leur entreprise reste dans le giron familial. Et donc, ça soulève la question non seulement de la durabilité, mais aussi de la transmission dont on parlera tout à l'heure. Quand on creuse un peu tous les écrits qui ont pu être faits sur les entreprises familiales, il y a d'abord un concept que j'ai découvert en préparant cette conférence qui s'appelle le dilemme d'agence. Bon, je ne sais pas combien de personnes connaissaient ce concept avant, mais en gros, le dilemme d'agence, c'est la tension qui existe entre les objectifs des actionnaires et les objectifs des dirigeants qui parfois peuvent être antinomiques. Il semblerait que le modèle, et on va le découvrir par des exemples concrets, d'entreprise familiale pourrait réduire, voire mettre fin à cette tension et à ce dilemme d'agence. Deuxièmement, quand on regarde comment ces entreprises fonctionnent de manière un peu différente, singulière de ce qui est fait aujourd'hui, on voit qu'il y a un modèle de gouvernance qui est un peu différent. Et d'ailleurs, on a une gouvernance de l'entreprise, mais on a aussi une gouvernance de la famille. On voit que la génération à venir, la génération qui va prendre les rênes de l'entreprise est préparée de manière extrêmement importante, sérieuse, anticipative. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. On a une logique de long terme qui est très intéressante puisqu'elle crée une posture de dépositaire. Je ne suis pas propriétaire de l'entreprise. En fait, c'est un peu Saint-Exupéry, vous savez. En fait, je suis responsable de pouvoir la transmettre au suivant et donc je ne suis qu'un passeur. Et donc, il faut que j'ai cette logique-là dans la manière de prendre des décisions et de me projeter et de voir ma valeur ajoutée et ma contribution dans mon épisode de la vie de l'entreprise. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure et on en parlera avec nos invités. Au-delà de la pérennité de l'entreprise, se pose la question de la transmission. Il n'est pas uniquement question que l'entreprise survive, qu'elle perdure. La question, c'est qui continuera à l'animer et comment est-ce qu'on peut aussi gérer cette question-là. Et enfin, en lisant les différents écrits, on s'est rendu compte qu'il y avait, comme dans les autres entreprises peut-être, et on se posera des questions là-dessus, la question de la mobilisation des équipes. C'est-à-dire un salarié qui est dans une entreprise familiale, finalement, est-ce qu'on arrive à trouver des moyens de l'associer, de le motiver, de le projeter de manière différente
de ce que ferait une entreprise classique. Voilà quelques caractéristiques, quelques chiffres clés que j'avais rapidement envie de partager avec vous avant de vous présenter nos 3 invités, que je remercie à la fois de leur présence aujourd'hui et du temps qu'ils nous ont accordé pour préparer cette conférence. Alors, je vais démarrer de gauche à droite si vous me m'y autorisez à l'écran, c'est-à-dire qu'on va le faire comme ça. Donc, Guillaume Lascourège, directeur développement durable de Clarins. Tu me disais tout à l'heure, Guillaume, que tu es dans ta 12e année chez Clarins. Et ce qui est important, et on posera la question à Benjamin aussi tout à l'heure, juste dans les entreprises familiales, c'est important de savoir à quelle génération on en est. Et donc, chez Clarins, en termes de génération qui est maintenant aux commandes de l'entreprise, est-ce que tu peux juste nous donner un petit mot par rapport à ça ? Alors, on en est à la 3e génération. Bonjour à toutes et à tous. Avec des prises de fonction qui se sont faites là sur les 5-6 dernières années, avec, comme tu le disais, une intégration progressive, des découvertes de postes, etc. Donc la 3e génération, puisqu'on va bientôt fêter les 70 ans du groupe Clarins. Alors, je pense qu'il n'est pas besoin de présenter l'entreprise Clarins aux gens qui sont dans la salle. C'est pour ça que sauf lever la main si quelqu'un aurait besoin qu'on le fasse. Non. À la droite de Guillaume, donc Caroline Bailly. Alors Caroline, tu interviens en ce début d'après-midi, non pas pour représenter une entreprise, mais parce que le cabinet pour lequel tu travailles accompagne un certain nombre d'entreprises, dont des entreprises familiales. Est-ce que tu peux peut-être en dire un mot ? Oui. Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc le cabinet, la société Hendrix, on est un groupe qui accompagnons les dirigeants d'entreprises et les entreprises sur leurs problématiques financières et extra-financières, patrimoniales, juridiques. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous accompagnons un certain nombre d'entreprises familiales. Et c'est donc dans ce cadre que je vais intervenir aujourd'hui pour donner un témoignage extérieur, une prise de recul, effectivement, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le mode de fonctionnement des entreprises familiales et les enjeux qu'il peut y avoir aujourd'hui par rapport à cela. Et en tout cas, on a tous les deux une expérience d'accompagnement d'entreprise. Et moi, j'ai toujours ressenti que dans les entreprises familiales, il y avait une capacité à se poser des questions de fond, une capacité à prendre des décisions qui était assez unique. Et donc, on aura l'occasion d'en parler. À la droite de Caroline, Benjamin Habitant, directeur général de Châteauforme. Alors, Benjamin, je pense que tout le monde connaît à peu près Châteauforme, mais peut-être est-il utile quand même d'en dire un mot. Et puis, en préparant cette conférence, tu me disais... Châteauforme fait partie d'un ensemble un peu plus large. Peut-être que tu peux en dire quelques mots, ce qui permettra de bien comprendre les commentaires qu'on fera sur la gouvernance, etc. Bonjour à tous. Châteauforme est une entreprise qui n'a pas 70 ans, mais que 30. Et aujourd'hui, on est le leader européen du séminaire d'entreprise, en tout cas de l'événementiel d'entreprise, bref, de tout ce qui aide les entreprises à créer du lien avec leurs collaborateurs et leurs clients. Et comment ça prend forme, c'est qu'on a 70 maisons dans 7 pays d'Europe, principalement des châteaux dans lesquels on reçoit, comme à la maison, des entreprises en groupe. Et puis dans notre structure familiale, j'ai mon papa qui est un serial entrepreneur et qui a sévi de nombreuses fois sur différents métiers. C'est ça qui m'a intéressé. Et à un moment de sa carrière, il a eu un grand groupe dans l'optique. Et la naissance de Châteauforme, c'est un lieu dédié à la formation et à la création de liens pour les collaborateurs de son entreprise qu'il a décidé d'outsourcer. Et 30 ans plus tard, aujourd'hui, c'est une de nos activités principales. Mais nous, on est 4 garçons. Moi, je suis le 3e. Je m'occupe de Châteauforme. Et donc, on a aussi une activité dans l'optique et l'audition, une activité dans l'immobilier et un 4e frère qui fait de l'intelligence artificielle, mais c'est encore un peu tôt. Levez la main, ceux qui sont déjà allés dans un Châteauforme. Levez la main, ceux qui ont déjà acheté un produit Clarins. Non, je fais ça. Alors, super. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'organiser le débat en plusieurs questions. Et donc, je vais passer la parole à tour de rôle à nos 3 témoins pour qu'ils vous apportent des éclairages différents. Et puis, si on avance bien, on aura peut-être le temps de vous donner la parole pour que vous puissiez apporter votre propre vécu de tout ça, notamment ceux d'entre vous qui sont dans ce profil d'entreprise. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est finalement, là, c'est comme si on revisitait l'histoire avec un œil un peu hegelien. Donc,
moi, j'avais envie de prendre la DeLorean et de remonter à l'origine des deux entreprises que vous représentez tous les deux, messieurs, et de me dire, mais là où les personnes qui ont créé cette entreprise à l'origine, ben finalement, est-ce que le long terme, la transmission, ça faisait partie de leur projet? Et quand vous regardez votre entreprise et que vous la comparez à d'autres, qu'elles soient familiales ou pas, et peut-être à vos compétiteurs sur le marché, par exemple, est-ce que vous voyez des traits de culture, de la culture de vos deux entreprises, que vous trouvez différents, distinctifs et qu'on pourrait rattacher au fait que vous soyez des entreprises familiales? Peut-être, Guillaume, on peut te proposer de répondre en premier? Avec plaisir. La particularité que moi je vois en priorité dans une entreprise familiale, le sujet de la transmission, il est particulièrement ancré dans la maison. Et là où il y a une marque, je trouve, particulière de la famille Courtin, qui est donc propriétaire de Clarins, c'est des choix, des décisions liées à des convictions profondes. Et il y a eu des évolutions tout au long de l'entreprise, d'aller parfois dans des choix disruptifs, parfois dans des choix même qui peuvent faire perdre du chiffre d'affaires. Si je prends un sujet développement durable, Christian Courtin, qui est deuxième génération, féru d'environnement et qui a lancé justement, qui a créé le service développement durable en 2007, qui a toujours été très connecté au monde des chercheurs, des scientifiques, des naturalistes, etc. Au fil de ces rencontres, il se forgeait des convictions et il piochait de l'information pour se dire dans quelle mesure mon entreprise a un impact lié à ce que je vois autour de moi. Un exemple marquant qu'on a eu il y a près de 20 ans, 25 ans, c'était les sacs plastiques. Les sacs plastiques, c'était intéressant, c'était pas cher, c'était rapide à produire, etc. Il a fait un cauchemar lié à des sacs plastiques Clarins et il a appelé l'équipe marketing à Paris. Il a dit c'est fini les sacs plastiques, on passe au carton. On lui a dit c'est 10 fois plus cher. Il a dit je m'en fous. Il a récidivé quasiment 10 ans plus tard sur les microbilles qu'on peut avoir dans les exfoliants. Donc les microbilles, on utilisait des microbilles qui étaient issues du plastique. Ça permet d'avoir des billes qui sont suffisamment sphériques pour pas rayer la peau. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça se diffusait largement dans la nature. Il a rencontré un chercheur qui travaillait sur les grands lacs américains qui dit mais là ça sature. Pareil, il appelle les labos. Plus aucun produit exfoliant ne sort tant que vous n'avez pas une alternative. Et là, ça voulait dire discontinuer des références, exposer de la perte du chiffre d'affaires. Mais c'était la décision de dire on ne fait plus comme avant et on change les choses. Et ça, pour toi, c'est le signe d'un entrepreneur. Donc là, c'est la deuxième génération déjà, qui se projette dans le long terme. C'est ça ? Ouais, ok, très bien. Guillaume, si on te posait la question justement sur l'esprit de ce serial entrepreneur, ce serial créateur d'entreprise dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Mon père aime dire qu'il a décidé d'entreprendre pour 2 raisons très simples. 1, s'enrichir. 2, vivre une aventure humaine. Et donc, à la conception de ces entreprises, il n'y avait pas la notion de transmission. Par contre, quand tu parlais de valeurs, moi j'aime à dire qu'il a toujours traité notre famille comme un business et ses business comme une famille. Et donc c'est une extension de sa culture personnelle qu'on voit très fortement dans les entreprises. Si j'illustre ce que je veux dire, moi il y a des principes de management qu'on a utilisés familialement. J'ai jamais eu d'argent de poche, mais j'ai toujours rendu un budget. Et donc, ouais, à 8 ans, un budget, c'est je veux 10 francs pour des bonbons, mon Sciences et Vie Junior, j'aimerais m'acheter un vélo à la fin de l'année. Et on rendait chaque année nos objectifs. Est-ce qu'on les a atteints, pas atteints? Mais c'était une discussion, c'était une vraie... Et on fait un séminaire familial, allez chercher, autour de ça. Et à l'inverse, dans l'entreprise, cette relation familiale, elle vient par une authenticité et un franc-parler, une liberté de la parole, et on a encore eu un bel exemple récemment. De manière plus importante, la compréhension véritable que c'est des humains qui font notre entreprise. Et donc, on n'est pas des machines, et donc on n'est pas performant constamment, et en croissance de notre performance, on n'est pas un moteur.
Et donc, il y a des collaborateurs qui ont des coups de mou, il y a des services entiers des fois qui ont des coups de mou, etc. Et on les accepte, on les comprend, on cherche à y remédier, mais on n'abandonne pas quelqu'un au moment de son coup de mou. Justement, on le soutient. Et j'ai la fierté d'avoir plusieurs exemples chez Châteauforme de personnes qu'on a pu soutenir comme ça. Et donc, il y a une vraie porosité en fait en valeur entre l'entreprise et la famille. Et quelques traits de culture singuliers là-dessus. On a notamment nous un rite qui me plaît qui s'appelle tuer les règles, où on se réunit en tant qu'entreprise pour décider quelles sont les choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, ou quelles sont les choses qu'on s'interdit qu'on devrait faire. Bref, remettons en place le dogme et dessinons ensemble les contours de ce qu'on fait. Et c'est toujours des réunions passionnantes. Génial. Alors, on a dit tout à l'heure dans l'introduction qu'il y avait la question de la gouvernance. J'ai animé une conférence passionnante hier sur le dialogue parties prenantes et comment les dirigeants pouvaient se nourrir d'un dialogue parties prenantes un peu nouveau. Justement, comment est-ce que les prises de décision se font et encore une fois, est-ce qu'il y a des choses originales, peut-être différentes de ce qui peut être observé parfois Je sais, Guillaume, puisqu'on en a parlé récemment, que voilà, Clarins fait partie de la FEBA, ça veut dire que toutes les entreprises du secteur se croisent, et donc j'imagine que vous avez des échanges assez réguliers, y compris sur ces sujets avec des confrères de toute taille. Et puis, j'ai aussi découvert le concept de gouvernance de la famille. Et donc, comment est-ce qu'un collectif familial se met en place pour être capable de prendre des bonnes décisions, de se projeter dans l'avenir, de peut-être pas mettre en danger la capacité de transmission, puisque c'est le risque le plus fort dans une entreprise familiale, c'est que l'entreprise échappe à la famille. On se souvient tous de l'épithèse de LVMH Hermès, par exemple, et ça n'est pas le seul. Donc voilà, comment est-ce que les choses se passent? Et là, je voulais proposer à Caroline peut-être de démarrer sur ce que tu observes dans tes accompagnements pour ensuite voir comment ça résonne avec les exemples concrets de Châteauforme et de Clarins. Alors, effectivement, sur la gouvernance, les entreprises familiales, il y a différents modèles. Il y a le modèle où l'entreprise reste la propriété, il y a la direction. À la direction, il y a aussi effectivement la famille. Et puis d'autres modèles où c'est seulement la direction, il n'y a pas forcément effectivement encore la propriété, en tout cas pas à la pleine propriété. Nous, ce qu'on peut observer, c'est que quand on est dans un cas où il y a la totale propriété et aussi la gouvernance, pour autant, ça ne reste pas seulement intrafamilial. C'est-à-dire que ces entreprises ont une capacité aussi à intégrer des expertises extérieures, d'avoir aussi une gouvernance bicéphale au sens de tout ce qui est opérationnel, et d'aller chercher les meilleurs tout en gardant l'esprit de la famille. Et c'est ça qui est très très fort, c'est de toujours trouver le bon équilibre, justement pour garder la maîtrise, les valeurs de l'entreprise, la culture, ce qui fait vraiment sa force intrinsèque, tout en allant chercher effectivement des compétences extérieures. Donc nous, on a même sur des très grosses structures de 4 à 5 000 salariés, du coup vraiment des gouvernances bicéphales où le directoire est géré par quelqu'un d'extérieur, mais la famille est présente. Et puis on a aussi des conseils d'administration où là, effectivement, c'est 100% la famille. Mais que ce soit dans des très grosses structures ou des plus petites structures, où là, pour le coup, on n'a pas forcément les mêmes obligations en termes de gouvernance, on voit des dispositifs où, pour intégrer des extérieurs, on va mettre en place un comité stratégique, justement. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une notion quand même de toujours faire passer en fait l'entreprise et sa pérennité en premier, et aller chercher effectivement les bonnes compétences pour s'entourer de manière à s'assurer que voilà, on a tout ce qu'il faut pour que l'entreprise va perdurer et s'adapter à son marché aussi. Donc souvent les expertises qu'on voit mettre autour de la table, c'est aussi des gens, tu l'as aussi cité tout à l'heure, mais c'est d'aller chercher aussi des gens qui vont ouvrir l'esprit sur nous dire voilà, la vision de demain c'est un peu ça, il faut faire attention à ces problématiques-là, etc. Et parce que
l'un des points effectivement qui paraît très intéressant aussi dans ces entreprises familiales, c'est la notion d'entrepreneuriat et de toujours effectivement d'aller ne pas hésiter en fait à se lancer sur de nouveaux marchés. Et ça, c'est aussi la capacité de ces entreprises-là à aller chercher la bonne vision autour d'eux. On parlera juste après du passage à une nouvelle génération de décideurs. Et donc, je garde ma question pour tout à l'heure, qui pourrait être, parce que tu ne l'as pas complètement cité comme ça, un actionnariat familial, mais pas forcément un pilotage par des gens de la famille, s'il n'y avait pas de souhait ou pas toutes les compétences réunies. Mais on pourra en parler tout à l'heure. Sur la manière dont la gouvernance est faite et le petit clin d'œil qu'on évoquait de la gouvernance familiale, c'est-à-dire comment finalement une famille qui peut être plus ou moins nombreuse se met d'accord. J'imagine qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas et qui se passent dans les coulisses. Donc peut-être Benjamin te proposait de donner ton retour. Et puis Guillaume qui voit ça avec un œil d'allié, puisqu'il n'a pas la chance d'être actionnaire familial, en tout cas, de Clarins. Voilà, que tu puisses aussi, parce que tu es très proche de la famille, nous donner comment ça se passe chez Clarins. Écoute, c'est marrant quand moi je dis la famille comme un business et le business comme une famille. En fait, c'est le mot de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a des rituels de gouvernance familiaux qui ressemblent à des rituels de gouvernance d'entreprise. Nous, on a un déjeuner par semaine tous ensemble pour évoquer tous les sujets et faire du co-développement et travailler ensemble. Tiens, c'est quoi tes problématiques? Est-ce que tu as pensé à appeler un tel, etc. Et après, on a des instances plus officielles, à intervalles plus réguliers, où on vient décider. Moi, je voulais juste rajouter deux choses qui m'ont paru importantes vis-à-vis de la gouvernance et de l'appropriation, pour faire le lien avec ce que tu disais. L'appropriation d'un dirigeant dans une entreprise familiale est capitale, au-delà de la manière d'incarner pour les autres talents de l'entreprise, sur la prise de décision un peu différente. L'exemple que tu donnais de dire on va perdre de l'argent, mais je m'en fous. Parce qu'en fait, l'entreprise, comme je l'incarne, c'est une extension de moi. Et donc, les choix de l'entreprise vont refléter mes choix moraux et éthiques dans le futur vis-à-vis de mes enfants. C'est très... ça pousse l'entreprise, pour moi, dans une direction bénéfique. Et chez nous, on appelle ça la démocrature sur la gouvernance, où on vote tous et à la fin, tant que mon père est aux commandes, il décide. Donc, d'où cette contraction de démocratie et dictature. On vote tous et à la fin, il décide. Et peut-être, juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est un sujet qu'on avait évoqué en préparant, il y a un art de débattre et puis il y a un art de rester aligné et de plus se disperser une fois qu'on a pris une décision. Ça comment est-ce qu'on sécurise ça dans une famille? Ouais, alors dans ce principe de démocrature, on challenge beaucoup et à la fin, quand la décision tombe, par contre, on est conscient qu'il y a des plus et des moins, mais on a arbitré sur une décision qui n'était pas facile dans un sens. Et c'est pour ça que je parle de décision, c'est parce qu'une fois qu'on a décidé, on doit évidemment tous faire bloc derrière cette décision. Ok, très bien. Guillaume, comment tu observes le fonctionnement? Alors, juste pour donner une petite information complémentaire, au-delà de ta casquette de responsable développement durable, tu conseilles aussi le Family Office, donc tu es aussi un expert qu'il consulte et dont l'avis est pris en compte, ce qui donne justement des interactions peut-être assez fortes avec eux. Voilà. Comment cette famille se met en place? Comment, par exemple, la nouvelle génération des 4 dirigeantes s'est concertée? Voilà, c'est intéressant parce qu'il y a une prise de direction de l'entreprise qui est très récente, en fait, en plus. Alors j'aime bien le côté formel et informel, et je pense que c'est aussi vrai pour la famille Courtin. Je vais parler d'abord de l'informel. Oui. On a tous des repas de famille, on discute, on n'est pas d'accord, on s'engueule. Et je pense qu'il y a ce côté-là qu'ils arrivent à faire, mais à la fin, ils arrivent à une décision. Et ce côté démocrature, je ne sais pas si c'est nécessairement une démocrature, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ont débattu, ils ont pris une décision et ils s'y tiennent. Et ça devient formel, puisque voilà, on a les mêmes instances de direction, le conseil de surveillance, mais aussi ce family office qui permet aussi de projeter voilà, vers quel futur on va. Et le family office a la particularité d'investir notamment dans des entreprises qui seront potentiellement au service des besoins de la marque Clarins et de la marque MyBlend. Donc ça montre aussi cette réflexion long terme qui est faite par la famille, de se dire, voilà la direction qu'on veut prendre, voilà comment on va la nourrir dans le temps, en pensant ces différentes étapes. Et il y a ce côté-là voilà, mais qui joue aussi beaucoup de l'informel, clairement. C'est ce qui fait, voilà, je pense, très clairement la patte d'une entreprise familiale.
sans problème. Et je vais juste faire un petit parallèle avec la conférence d'hier. Ce que je trouve intéressant, c'est une question qu'on se posera à la fin, c'est comment les entreprises non familiales pourraient tirer leçon et s'inspirer de ces modèles. Là, on a les shareholders, hein, on a les actionnaires qui doivent penser l'entreprise à très long terme, réfléchir à plusieurs générations et donc peut-être prendre des décisions qui ne sont pas celles qu'ils feraient s'ils avaient le quarter financier à rendre au fonds d'investissement. Mais on peut peut-être imaginer reconstituer des choses qui s'inspirent de ça et qui rassembleraient peut-être des des stakeholders, pardon, c'est-à-dire des parties prenantes, voilà, mais qui seraient suffisamment bienveillantes et en alliance avec l'entreprise pour avoir cette posture de long terme. En tout cas, c'est des choses dont on a discuté, par exemple, avec l'exemple de Renault hier. Alors, je vais continuer sur notre question suivante qui était comment dans les entreprises familiales on implique. Et alors on s'est dit qu'il y avait deux niveaux. Il y avait comment on implique les futurs dirigeants. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un futur dirigeant d'entreprise familiale qui est peut-être différent de ce qu'on fait ailleurs. Et j'ai une chercheuse de l'EDEC dont je parlerai tout à l'heure, parce qu'il y a une chaire sur les entreprises familiales dans cette école, qui me disait il faut donner le goût. Donner le goût de l'entreprise. Et je trouve ça très intéressant de se dire comment on peut donner le goût de l'entreprise à quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais qu'on aimerait quand même emmener là-dedans. Donc voilà, je serais intéressé de savoir tous les deux comment dans vos entreprises on a donné le goût aux futurs dirigeants et puis comment on les arme aussi, parce qu'il ne suffit pas d'être héritier, il faut être capable, j'imagine. Et donc est-ce qu'il y a un parcours, une manière de faire qui serait originale? On serait intéressé en tout cas d'avoir des exemples. Et puis, on reviendra avec Caroline juste après sur la deuxième question qui est comment j'embarque les autres? Parce que, évidemment, les futurs dirigeants familiaux, c'est un tout petit nombre de personnes, mais vous êtes tous les trois, soit dans, soit à la périphérie d'organisations de plus ou moins grande taille. Et donc, évidemment, la question, c'est comment tous les autres salariés se sentent embarqués. Mais déjà, sur la première question de comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on donne envie, comment est-ce qu'on arme, est-ce que vous avez un témoignage? Pour redonner du contexte, comme Châteauforme est une de nos entreprises familiales et que j'ai un papa entrepreneur, comme je vous l'ai dit, multirécidiviste, lui, ce qui était important pour lui, c'était de nous donner le goût d'entreprendre, d'initier, de prendre des risques. Et donc, il a soutenu tout un tas de projets depuis l'enfance et il nous a amenés avec lui très tôt dans ses projets. Quand le métier principal de mon papa, c'était le retail en optique, ou avant la photo, moi j'ai le souvenir tous les samedis d'aller faire la tournée des magasins avec mon père et d'aller voir des magasins photoservice, des grands opticals. Il répondait à toutes mes questions, il me présentait les gens. Donc il y a eu ce côté implication très tôt dans son challenge à lui, et il nous posait systématiquement la question de mais alors toi, qu'est-ce que tu as envie de faire cet été, c'est quoi ton projet? Et donc il nous a donné le goût d'entreprendre. Et moi j'ai entrepris par ailleurs avant de faire un échec cuisant et retentissant et de me dire tiens, il faut que j'aille apprendre auprès de lui. Et je m'étais dit, je vais aller le voir 6 mois pour voir comment il fait chez Châteauforme, mais je vais aller faire autre chose. Puis j'ai mis les doigts dans la prise de cette entreprise et ça fait 6 ans. Donc aujourd'hui, on est dans une transmission sur Châteauforme, mais ce n'était pas sa vision au départ. Donc ça, c'est comment, pour moi, donner le goût d'entreprendre aux enfants. Et après, ce qui m'a fait rejoindre Châteauforme à un moment, parce que j'avais cette volonté de faire par moi-même, de ne pas m'inscrire forcément dans le même chemin. Et j'ai réalisé que cette volonté était motivée par de l'ego principalement et que j'avais la chance d'avoir des ressources et une expérience et une expertise à ma disposition et qu'il fallait que plutôt que j'aille apprendre pour ensuite aller plus loin et que ça serait ça mon chemin. Mais j'ai mis un peu de temps à y arriver et ça c'est venu grâce au goût. Et après tu parlais de plus largement comment on embarque dans une aventure familiale. Je pense que pour le cas de Châteauforme, on a beaucoup d'histoires à raconter, on a une manière différente de faire les choses, beaucoup de familles qui vivent, puisque chaque château est géré par un couple qui vit sur place avec ses enfants et ils recréent leur histoire familiale dans le château. Et donc, comme il y a beaucoup de familles, on passe énormément de temps ensemble et notamment à faire la fête, pas que à faire du séminaire travail contenu. D'ailleurs, on a
à la fin du mois d'août, fait ce qu'on appelle la fête de l'été, qui est juste un moment pour retrouver la plupart des talents de Châteauforme et faire la fête ensemble sans enjeu. Et ça fait partie des choses qui font que les gens sont aussi attachés à cette entreprise, cette envie de passer du temps ensemble. Et juste peut-être pour rebondir sur quelque chose qui m'a touché dans notre préparation, tu me disais en même temps, tu parlais d'ego et de peut-être mauvaise motivation d'aller faire ailleurs, et en même temps tu m'as dit, je me souviens, par contre, chaque génération doit apporter sa pierre. C'est-à-dire, on n'est pas juste pour faire la continuité de la génération d'avant. Il faut vraiment qu'on se pose la question de comment on rendra la génération d'après un truc mieux, plus moderne, etc. Ouais, faut éviter l'écueil de l'immobilisme. J'ai reçu ça, je passe exactement la même chose. Au contraire, il faut se libérer du syndrome de l'héritier et dire ok, je m'approprie ce qu'a fait la génération d'avant avec la même énergie entrepreneuriale. Et s'il faut tout casser, tout changer, tout rechambouler, mon rôle c'est de transmettre les mêmes opportunités et les mêmes chances à la génération d'après, pas de transmettre exactement ce que j'ai reçu. Et ça joue aussi de cette implication, appropriation des business qui permet une prise de risque plus forte. Et ça permet de faire un petit clin d'œil non plus à Saint-Exupéry, mais la fameuse définition du développement durable où on dit qu'on veut que les générations futures aient les mêmes chances que celles qu'on a eues, qu'elles puissent répondre à leurs besoins. Voilà, c'est assez en écho, je trouve ça intéressant. Côté Clarins, comment est-ce que les personnes qui ont repris la direction ont été préparées? Moi, ce que j'ai plus vu forcément, c'est la troisième génération qui est actuellement côté Clarins, mais aussi dans le Family Office. Il y a un point important, c'est de se rendre compte, est-ce qu'il y a l'envie, le goût, les compétences, essayer d'aller matcher tous ces éléments-là. Du côté des 4 filles aînées entre Christian et Olivier qui sont rentrées pour certaines dans la structure de Clarins SAS, d'autres en sont sortis. Prisca, par exemple, était dans Clarins SAS et est passée au Family Office. Et c'est là où ça permet de détecter aussi là où le plein potentiel va se déclencher. Et de se rendre compte, ça va me convenir, ça va pas me convenir. Le fait de se dire, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose là où je me trouve. Donc là, on a Prisca qui est côté Family Office et Virginie côté du groupe Clarins. Et chacune à leur manière ont trouvé leur place. Et effectivement amène une vision complémentaire, des nouveaux chemins tracés dans ces 2 structures pour le futur de l'entreprise. Ouais. Et on dit parfois, on les met à dure école, elles vont sur le terrain. Est-ce que ça existe ? Et est-ce que c'est utile de démarrer tout en bas de l'échelle, entre guillemets, pour connaître les métiers, connaître les collaborateurs ? Est-ce que c'est des choses qui se pratiquent encore et est-ce que vous donnez du sens à ça dans le bénéfice qu'on en tire à la fin pour l'entreprise? Donc j'ai fait un long parcours d'intégration qui m'a amené par tous les métiers de Châteauforme et notamment sur ma prise de poste sur une direction générale plus récemment. C'était moins dans les yeux des collaborateurs que c'était important que j'ai fait ce chemin que dans les miens. C'est-à-dire que faire ce chemin, ça m'a permis de mieux gérer mon propre syndrome de l'imposteur. Et d'assumer mon humilité sur certaines tâches, sur dire je sais pas, ou essayer d'exister dans une réunion où tout le monde a 10-15 ans de plus que vous et autant d'expérience de plus que vous. Ça aide d'avoir vécu ces métiers et d'avoir l'impression, en tout cas, si ce n'est pas le cas, mais d'être du sérail de l'entreprise et d'avoir mérité sa place. Ça libère par rapport après à des prises de décision un peu plus difficiles. Donc je pense que c'est absolument nécessaire. Guillaume, tu y reviendras peut-être juste après Caroline sur la deuxième question. Alors, Caroline, justement, comment, quand on est une entreprise familiale, avec tout ce qu'on peut avoir d'acquis culturels, déjà de vision, de projection dans le long terme, mais comment est-ce qu'on peut réussir à embarquer finalement les collaborateurs? Qu'est-ce que vous pouvez observer chez Hendrix qui tu le penses, mérite d'être partagé avec les gens qui nous écoutent cet après-midi? Alors, concrètement, je ne suis pas sûre qu'il y ait une recette particulière pour embarquer les collaborateurs. Parce que ce qu'on peut voir, quels que soient les types d'entreprises qu'on accompagne, c'est que
c'est la culture et les valeurs en fait qui sont toujours mises en avant et qui sont extrêmement fortes. Et en fait, le fait que quand on est un collaborateur, et même des fois quand on est externe justement, on ressent que en fait, on va faire partie d'une histoire. On est là pour continuer, pérenniser l'histoire, au même titre que la famille. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, qu'on ne retrouve pas forcément, et qui est d'autant plus fort aujourd'hui qu'on est quand même dans un environnement qui est quand même extrêmement changeant, très incertain, où les collaborateurs aussi, comme tout un chacun, il y a plus de vulnérabilité aujourd'hui dans les entreprises. Il y a plein de rachats dans tous les sens. Et je pense que c'est le fait d'être dans une entreprise familiale où on sait que la deuxième, la troisième génération est là aussi dans l'optique de pérenniser, dans l'optique de transmettre encore et encore, tout en faisant potentiellement aussi évoluer le modèle économique. Mais il y a un côté rassurant qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de développer des trucs et astuces particuliers, mais que de fait la culture englobe tout ça et que les collaborateurs se sentent pris dans cet esprit familial de fait-là. Alors ça peut parfois accrocher avec certaines personnes, mais de fait les gens partiront. Mais clairement, c'est un point aujourd'hui qui me paraît assez clé. Après, ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales avec une culture extrêmement forte, mais qui vont se servir aussi de dispositifs réglementaires qui existent. Je pense à la loi Pacte, avec la raison d'être et des sociétés familiales qui deviennent sociétés à mission, parce que c'est aussi une manière finalement d'ancrer ou de mettre par écrit les valeurs, leur culture, leur trajectoire aussi et leurs convictions. Et donc ça, on en a un certain nombre aujourd'hui qu'on a pu accompagner dans ce cadre-là. C'est aussi un moyen de transmission générationnelle, de se dire, de poser ce qui est finalement intangible, cette partie culturelle, sur du tangible, un écrit, qui est le fait de dire ça sont nos engagements. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça permet aussi d'aller capter une nouvelle génération qui est très attentive au sens, je pense qu'on le voit de partout, mais en tout cas qui permet aussi de rassurer et d'amener potentiellement aussi d'autres types de profils à rejoindre ces entreprises familiales. Alors côté Clarins, c'est pas la société à mission qui a été un de vos choix, mais il y a eu, je pense aussi, des choix de l'équipe de direction de se fixer des étoiles pour emmener un peu le collectif. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots pour Clarins, Guillaume ? Alors effectivement, on n'a pas choisi le statut de société à mission, mais on est sur un chemin similaire, puisqu'on a changé les statuts de l'entreprise en inscrivant la mission très ambitieuse, rendre la vie plus belle et transmettre un monde plus beau. Le mot de la transmission apparaît aussi dans cette raison d'être. Je rebondis un peu en fait sur ce côté de dire quels sont finalement les marqueurs qu'on va retrouver dans les jalons qu'est en train de passer l'entreprise. Je vais vous citer un exemple qui a un peu bousculé en interne. Le groupe Clarins avait les parfums Mugler et Azzaro qui étaient dans l'entreprise. Et la famille a décidé de vendre l'activité des parfums pour un certain nombre de points qui étaient légitimes, de se dire, en fonction de la taille du marché et de la concurrence qu'il y avait en France, finalement, on était trop petit pour défendre correctement les marques de parfums. Et j'avoue que ça a été une période où on s'est dit, est-ce que la famille est là, toujours là ? Est-ce qu'elle va pérenniser cette entreprise ? Et finalement, dans le temps, on a eu les preuves finalement que, oui, elle était là. Je vous parlais du Family Office qui investissait pour trouver des activités qui vont soutenir la croissance du groupe Clarins. Donc il y a eu plusieurs structures qui ont été achetées et qui soutiennent Clarins. Et le message fort qui a été donné par la famille à l'époque, au moment de la vente des parfums, était de dire on se recentre sur notre activité, notre cœur de métier. Notre métier, c'est la peau, et on veut travailler uniquement le soin. Et dans cette période-là, ils ont racheté 2 marques, une aux États-Unis et une en Angleterre, donc Ilia et Paille, qui sont des pure players du soin et du maquillage. Donc les preuves sont arrivées de dire non, mais on est là, on a pensé vraiment le long terme, et il y avait ces éléments qui sont arrivés. En fait, oui, non, on est bien sur une réflexion long terme qui est faite, et on avait ces jalons qui ont été posés et qui montraient que oui, vous avez raison de croire dans la mission et dans le projet qu'on vous propose, parce qu'on a
voilà, les cartouches qui suivent. Et on attend de vous, voilà, que vous fassiez aussi grandir ce projet qu'on est en train de continuer à faire grandir. Je peux t'interrompre? Tu avais une question de suivi? Non, c'était pour faire le lien avec aussi cette notion de transmission et de protection des dirigeants grâce à l'entreprise à mission. Donc on est devenu entreprise à mission. Et j'ai eu une première réaction de mon père quand je suis venu le voir sur ce sujet, qui a été de dire, mais tu parlais de valeurs, c'est dans nos valeurs, on a une culture particulière très forte, on s'occupe de nos talents, de nos collaborateurs. Je ne vois pas pourquoi on deviendrait entreprise à mission et se rajouter du formalisme autour de ça. Mais ça a été important de le faire pour nous et pour moi en tant que dirigeant, au-delà de l'ancrer pour tous les talents de l'entreprise. C'est plus facile quand on a 70 ans, 50 ans d'expérience de management, un certain nombre de succès derrière soi, de prendre des décisions qui vont à l'encontre court terme du chiffre d'affaires ou de la rentabilité parce que c'est la bonne décision. Typiquement, nous, pendant le Covid, où notre activité est vraiment, le chiffre d'affaires est tombé à zéro pendant 17 mois, il fallait pouvoir regarder nos actionnaires et nos partenaires bancaires et dire on va garder 100% des talents et on va garder 100% des maisons avec nous. Mon père a pu le faire. Je sais que s'il n'avait pas été avec moi, j'aurais eu du mal à tenir ce discours de par mon inexpérience et ma jeunesse. Et le fait de devenir entreprise à mission, maintenant je peux me cacher derrière la constitution de notre entreprise et dire attendez, vous avez signé, vous savez, la règle de notre entreprise, le but de notre entreprise n'est pas uniquement le profit à court terme, mais bien notre raison d'être. Si je vous la résume, c'est aider les entreprises à s'humaniser, que ce ne soit pas la comptabilité et le commerce, mais bien Michael et Sandrine, et que tout le monde se connaisse, qu'on ait des liens et qu'on se considère comme des humains. Et donc, l'entreprise à mission nous a aidés à pérenniser cette transmission. C'est intéressant de rebondir sur cet exemple parce que moi, je le vois là depuis 18 ans que j'accompagne des entreprises, même dans des entreprises qui doivent changer d'actionnariat et qui se disent avant de changer d'actionnariat, le fait de s'écrire une raison d'être, le fait d'avoir une stratégie RSE qui est vraiment robuste, le fait de se fixer des engagements, ça protège au moment du changement de direction, de retour en arrière. C'est plus négociable, c'est devenu tellement important, officiel, qu'il ne peut pas y avoir de remise en question. Et donc, c'est notamment au moment où il y a des acteurs très financiers dans leur culture qui peuvent entrer dans le pilotage de l'entreprise que ce type de craintes sont amenées. Guillaume, j'ai juste validé avec toi que c'était OK de parler d'un projet là, qui occupe toutes tes équipes au niveau international. Quand je disais une étoile, voilà, il y a quelque chose sur lequel vous êtes très actif. Je te proposais juste d'en dire un petit mot. Le projet, c'est Bicorp, donc le label Bicorp, qui effectivement est particulièrement exigeant avec la complexité d'un groupe de 8000 personnes. Ils étaient plus habitués aux entreprises de 200, 250 personnes qui font le gros des certifications qu'ils ont pu avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un choix qui a été fait par Virginie Courtin avec Jonathan Zrien, notre président et CEO, de se dire qu'on allait poser, fortifier et inscrire dans le marbre finalement toute cette vision développement responsable qui avait été travaillée depuis 15-20 ans. Déjà de se dire, tiens, on va peut-être avoir un badge qui me dit « Ok, vous avez bien bossé », mais de rendre ça beaucoup plus signifiant. Et de se permettre, on parlait d'exigence aussi, des nouvelles générations aussi qui arrivent, de se dire où est-ce que je vois réellement les efforts qui vont être portés par l'entreprise, son niveau de sincérité, les moyens qu'elle met en face, etc. Et c'est vrai que Virginie Courtin, c'est d'ailleurs avec elle aussi qu'on a écrit une roadmap beaucoup plus chiffrée, dans laquelle on a fait accélérer la RSE en disant voilà, où est-ce qu'on peut aller, c'est quoi le plus exigeant mais atteignable. Et tous les curseurs qu'on mettait haut, mais s'ils étaient atteignables, elle a dit oui. Elle a dit ok, on y va, on se lance, avec cette conviction qu'il y avait de la transformation derrière, positive. Elle martèle de plus en plus dans les présentations qu'elle fait à toutes les équipes, cette volonté d'avoir un impact positif. Et quand on a décidé de se lancer dans Bicorp, elle a eu un vrai rôle de battleur. Enfin, je pense qu'elle a dû présenter 90 ou 100 fois la même présentation de pourquoi on y allait, qu'est-ce que ça représentait,
et elle l'a fait partout dans le monde. Elle en a parlé aux équipes commerciales, au marketing. C'était régulièrement dans toutes ses présentations. Et juste un tout petit témoignage du regard du consultant externe sur ce projet qu'on connaît bien. Moi, il y a un point qui m'a marqué, c'est que, alors si vous ne connaissez pas bien Bicorp, quand on a une marque internationale, on est obligé de devenir Bicorp partout en même temps. On ne peut pas faire les 3 premiers pays, puis les suivants, etc. Ce qui donc demandait à ce que Clarins mette en place un projet extrêmement ambitieux. Et d'ailleurs, il y a une partie des équipes qui pilotent ça en ce moment qui sont avec nous. Et ce que j'ai trouvé d'extrêmement puissant, c'est qu'aucun des patrons de pays, aucun des managers de grandes fonctions, etc., ne pouvait être le maillon faible. Parce que soit on gagnait tous, soit personne ne gagnait. Et donc ça aussi, ça crée, j'ai trouvé autour de Virginie un élan de dire qu'il faut tous y aller. S'il y en a un qui ne joue pas le jeu, il peut plomber tout le monde. Voilà. Quand on cherche à créer une dynamique nouvelle, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors, si on essaie de faire un pont entre les entreprises familiales et les quelques mains qui ne se sont pas levées et qui ne sont pas dans les entreprises familiales, moi j'ai retenu la vision, le projet, où est-ce qu'on a envie d'aller, qui on a envie d'être, et faire partie d'une histoire. Comment je te donne l'envie de faire partie de cette histoire. C'est des manières d'échanger, de se confronter, d'arriver à un consensus, puis après de serrer les coudes. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça que c'était intéressant. Et puis on a parlé d'un double cercle, la gouvernance de l'entreprise classique, puis un autre. Alors là, c'est le cercle familial, mais peut-on inventer dans une entreprise qui ne serait pas familiale cet autre cercle qui se projette à long terme? Et ce n'est pas forcément le conseil d'administration. C'est peut-être d'autres instances. Et les comités de parties prenantes ou les comités raison d'être là, qui naissent, ça peut être des super endroits pour peut-être avoir le droit de se projeter dans le long terme et se poser des questions de fond. Et donc, pour terminer cette série de questions, on s'est dit, OK, en ce moment, la taxonomie, la CSRD, je ne vous fais pas la litanie de toutes les pressions. Imaginons que toutes ces bonnes raisons d'aller vers du long terme et de la durabilité se mettent en place. Bah finalement, ça veut dire que toutes les entreprises vont récupérer les caractéristiques positives des entreprises familiales. Et j'ai envie de dire tant mieux. Et donc, en clin d'œil, en dernière question, avant de prendre un petit temps d'échange, j'avais soulevé cette question pour nos invités. C'est pas que reste-t-il aux grandes, mais c'est que reste-t-il aux entreprises familiales. Finalement, si demain, on a des entreprises à mission, on a des entreprises où la RSE a enfin pris une dimension stratégique et pas factice ou de greenwashing, si on va au-delà du reporting et qu'on fait vraiment de la transformation, voilà, si tout ça, ça se met en place, tout ce qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps, finalement, est-ce que finalement, ce qui caractérise les entreprises familiales va être amoindri et on peut en être content, mais ou est-ce que de votre point de vue, il y a toujours quelque chose de spécifique qui perdurera? Allez. C'est vrai, on pourrait dire qu'on est cerné de toutes parts sur les démarches qui font dire qu'on va être authentique, qu'on va faire mieux. Moi, j'aime bien dire aussi finalement qu'on a la chance d'avoir un héritage qui est incarné et qu'on va l'enrichir en fait les coups d'après. On va contribuer à cette construction-là. On a aujourd'hui un président SEO qui est un bébé Clarins. En fait, il est rentré il y a 30 ans comme stagiaire, puis maintenant c'est le patron de la boîte. On avait dit comment on accompagne et comment on a des gens qui sont connectés à l'ambition et à la vision de l'entreprise. C'est comment on a, voilà, on a cette patte-là, je trouve, d'avoir une forme d'épaisseur dans ce qui est poussé comme élément d'évolution de l'entreprise et qui ne changera pas à la fin d'un mandat de 4 ans ou de 5 ans d'un CEO. Donc il y a ce côté-là quand même qui me fait dire qu'il nous reste ça, voilà, de se dire qu'on participe à la construction de quelque chose c'est pas l'effet girouette, je dirais, parce qu'on pourrait peut-être avoir besoin demain d'une rupture importante de notre business model, mais je pense qu'on aurait peut-être l'intelligence dans l'entreprise familiale d'avoir une capacité à le rendre cohérent par rapport à l'histoire de l'entreprise et de ses évolutions et de ses activités.
Benjamin? Je suis persuadé que l'entreprise est le plus grand vecteur de transformation de notre société. Et donc, si demain les entreprises pouvaient être plus humaines, plus conscientes que leur première responsabilité, c'est leurs collaborateurs avant leurs clients, et que justement, pour leurs collaborateurs, ils doivent prendre soin de l'environnement, ils doivent prendre soin d'eux, ils doivent avoir un certain nombre de politiques, un certain nombre de manières d'agir assez fortes qui élèvent l'humain et pas simplement qui l'asservit. Je pense que les entreprises familiales, par cette incarnation, ont eu par le passé un peu d'avance pour ça, mais j'espère que le capitalisme du 21e siècle et d'après sera justement plus humain. Et donc, s'il ne reste rien de différenciant aux entreprises familiales, je serai ravi. Très bien. Caroline, un commentaire là-dessus éventuellement? Oui, alors je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Je suis un peu moins optimiste, mais non. Alors après, mon point, c'est plus de dire, il y a peut-être des nouveaux challenges pour les entreprises familiales. Si demain toutes les entreprises sont absolument vertueuses, on parle beaucoup de nouveaux modèles de management, d'organisation, donc la gouvernance partagée, etc. C'est de se dire comment ces nouveaux modèles, qui sont aussi parfois plébiscités par les jeunes, peuvent s'intégrer justement dans une entreprise familiale par rapport justement à tout ce qu'on a vu, ce premier cercle et puis ce deuxième cercle de la famille. Il y a ce qu'il y a dans l'entreprise et puis ce qu'il y a autour. Je pense que ça peut être effectivement un sujet intéressant de se dire comment l'entreprise familiale peut-être est amenée à se repenser à l'avenir avec tous ces mouvements de société aussi et comment elle peut repenser son management. Et dans la conférence sur le dialogue parties prenantes d'hier, on disait il y a du dialogue qui n'est pas de la co-décision. Et donc, si le dialogue est vraiment profond, sincère, de bonne qualité, évidemment, les dirigeants vont prendre en compte les avis, les suggestions, etc. Mais on n'est pas dans un pilotage à deux têtes. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour l'interne, comme tu viens de l'évoquer, mais aussi pour les parties prenantes externes. Et dans l'exemple qu'on avait, où il y avait une ONG et une entreprise qui avaient travaillé ensemble, c'était très intéressant, parce qu'on l'entend rarement, de dire pourquoi une ONG est intéressée de s'allier à une entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut obtenir et en quoi elle trouve ça intéressant. Et c'était bien au-delà du conflit entre deux caricatures de la World Company et de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise privée, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, il nous reste quelques minutes pour éventuellement donner la parole à des personnes qui voudraient réagir, notamment ceux qui ont levé la main tout à l'heure et qui sont dans des entreprises familiales. Est-ce que vous avez une caractéristique, quelque chose qui, dans votre organisation, vous paraît majeur, que vous trouvez très vertueux et qu'on n'a pas du tout nommé et que vous auriez envie de mettre dans la lumière pour qu'on puisse tous le partager? Si c'est le cas, levez la main. Il y a des micros qui sont positionnés à différents endroits et donc la personne qui nous aide pour l'animation vous apportera le micro. N'hésitez pas. Oui, monsieur au fond. Donc, présentation très courte pour qu'on sache d'où vous venez. Alors, bonjour, Olivier. Je ne suis pas dans une entreprise familiale, donc je ne répondrai pas à votre question. Mais la question que je voulais poser, c'était de savoir de quelle manière ou comment les entreprises familiales sont prêtes à partager une partie du capital avec un collège de, on va dire, de collaborateurs ou de salariés. Okay. À intégrer, en tout cas, dans le capital de l'entreprise, ouvertement, cette possibilité, cet accès, de manière à rendre l'entreprise quelque part encore plus solidaire. Ok. Question très concrète et peut-être vous pouvez répondre au moins toi, Benjamin, et Guillaume, si tu as des éléments de réponse. Oui. On a évidemment partagé le partage de la richesse est fondamental et ma vision de l'entrepreneuriat et du leadership, je rêve que tous mes collaborateurs s'enrichissent avec nous. C'est ce qu'on essaye de faire. Après, sur les moyens de le faire, moi je suis arrivé dans une entreprise qui avait déjà mis en place un certain nombre de mécanismes, notamment des distributions d'actions gratuites. Et j'ai réalisé que la manière dont ça avait été fait, pour des raisons aussi, j'ai envie de dire, réglementaires, ça a été hyper déceptif. Et donc, une des décisions que j'ai prises, qu'on a pris, ça a été d'arrêter pour l'instant cette distribution d'actions gratuites et de chercher un autre modèle. Donc, je suis à la recherche d'un modèle pour intéresser les collaborateurs de l'entreprise à sa réussite. Très bien.
Alors, on a la chance d'avoir un partage de la richesse qui est plutôt bien travaillé chez Clarins avec la participation. Après, sans présager ou présumer ce que pourrait dire la famille Courtin sur le sujet, avis personnel, je pense qu'on aurait un casse-tête sur l'effet en fait de dilution du fonctionnement de l'entreprise, puisque si on crée ce phénomène d'actionnariat, de prise de décision, de participation, qu'est-ce qu'on fait avec tous les effets de turnover qu'on peut avoir dans les entreprises, des personnes qui quittent l'entreprise? Est-ce que ça serait des mises à disposition d'une action le temps qu'on est là dans l'entreprise? Et je ne pense pas qu'il y ait encore un modèle adéquat par rapport au fonctionnement d'une entreprise familiale. Donc ça reste à inventer. Mais aujourd'hui, si on se dit que c'est une chance d'avoir un actionnaire familial qui va prendre des décisions long terme et s'y tient, on doit aussi prendre en compte que si on crée de l'actionnariat plus large, on crée plus de risques aussi de changement de direction potentiel. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a finalement deux besoins. Il y a un besoin d'être pris en compte et puis il y a un besoin d'être associé au succès. Et donc, il y a d'autres modalités que celle qui vient d'être évoquée, d'être pris en compte, et il y a d'autres modalités d'être associé au succès. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir émerger dans les projets sur lesquels on a pu travailler avec différentes entreprises, c'est la volonté de contribuer, d'avoir les moyens aussi, parce que je suis dans l'entreprise, quels moyens, même temps, on me donne d'aller travailler sur un projet que je pourrais avoir, et parce que comme je m'inscris dans cette entreprise dans la durée, eh ben, c'est pas du tout déconnant que je passe un an à travailler sur un projet qui peut-être me fera plaisir, mais servira à l'entreprise. Donc voilà, en tout cas, monsieur, merci de votre question. Ça ouvre un champ de réponses qui est peut-être encore plus large et sur lequel on n'a pas toutes les réponses. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, commentaire? Oui. On va essayer de tenir l'horaire pour les suivants, parce que moi, je suis très dragon. Quand je récupère la salle, je vais essayer de m'appliquer la règle à moi-même. Meryl, moi, je suis consultant en développement durable en Guyane française. Merci pour la présentation. Et du coup, je me demandais un petit peu, justement, sur les modèles de durabilité. Il y avait donc, par rapport à la crise Covid, crise sanitaire, etc. Pardon, excusez-moi, merci. Il y avait justement des articles qui mettaient en avant le fait que les entreprises familiales possédaient du coup plus de résilience par rapport aux crises. Ils prenaient l'exemple de la famille Bosch, par exemple, qui a une fondation actionnaire. Donc ma question, c'est un petit peu la suivante. Qu'est-ce qu'on a comme modèle d'affaires, mais même du point de vue des statuts juridiques, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on peut faire déjà qui est adapté à ce type de modèle, et quel est un petit peu l'avenir juridique administratif voilà, des statuts de ce genre de structure d'entreprise dans le dur. Voilà. Alors, c'est une question qui appellerait, à mon avis, une réponse très longue par rapport au temps qui nous reste. Donc, réponse courte si vous voyez comment répondre à ça. Sinon, je propose que peut-être on exporte la réponse à cette question à l'extérieur de la salle tout à l'heure. On y a répondu en partie pour moi. J'ai pas de réponse simple ou rapide. Après, l'effet de résilience... elle n'est pas garantie parce que c'est une société familiale. Je pense que c'est les décisions qui sont prises. Sur la période du Covid, c'est vrai que nous, dans le groupe Clarins, on a décidé de continuer à avoir l'activité, de payer les salaires, de ne pas avoir accès, de ne pas utiliser le chômage partiel, parce qu'il y avait la robustesse aussi financière de l'entreprise qui l'a permis, et la volonté aussi de la famille, voilà, de fonctionner sous ce format-là. Long et complexe, je pense, pour votre réponse. Benjamin ? Moi, en fait, ce qui m'a perdu dans la question, c'est la partie administrative. Justement, je pense que ce qui donne de la résilience, c'est qu'il y a des gens avec un deuxième niveau de capacité d'investissement, en tout cas des gens derrière, qui peuvent se poser la question et qui sont impliqués personnellement dans l'entreprise à un point où, justement, au-delà de l'administratif, on peut prendre des décisions pour venir soutenir, lors d'une crise ou d'un moment dur, l'entreprise pour d'autres raisons que des raisons financières ou administratives. Merci de ces réponses. Pardon si c'est un peu frustrant pour vous. Je voulais juste en ouverture, et notamment pour tous les gens qui ont levé la main tout à l'heure et qui sont dans des entreprises familiales, vous dire qu'en préparant cette réunion, on a eu des échanges. Il y a une étudiante qui avait fait un mémoire sur le sujet, qui a eu la gentillesse de partager ses réflexions avec nous. On a aussi rencontré les gens de l'EDEC Business School, j'en parlais tout à l'heure. Deux sujets qui sont des sujets de réflexion du moment, que je voulais juste porter à votre connaissance si ça vous intéresse. C'est
quand on est face à des sujets de durabilité et qu'on peut avoir des générations qui n'ont pas les mêmes repères, apparemment, la dimension émotionnelle, c'est quelque chose d'important. Comment on gère le rapport aux émotions. Et donc, il y a des chercheurs à l'EDEC qui travaillent là-dessus, si ça vous intéresse. Et puis, il y a aussi la question, et on en a parlé pour le coup, de ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires. Aujourd'hui, on est face à un mur et en fait, on n'arrive même pas à imaginer qu'il soit possible de faire autrement. On est juste inquiet de ne plus faire comme avant. Et donc, je trouvais intéressant de se dire, la nouvelle génération d'entrepreneurs, c'est aussi son rôle de faire le nouvel imaginaire. Regarde, on est là et dans 20 ans, on sera là et c'est possible. Et donc, je trouve que c'est une mission qu'on pourrait confier à toute cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui vont prendre les mains de leurs entreprises. En tout cas, merci à nos 3 témoins d'avoir soulevé le capot. Merci à tous les gens qui étaient dans la salle. Voilà, on sera disponible à la sortie de la salle, s'il vous plaît, juste par respect pour ceux qui vont récupérer la salle. Je vais demander aux intervenants de se mettre juste un tout petit peu à l'extérieur. Et puis, si vous voulez poursuivre le débat, si vous êtes concerné par ces sujets, vous pouvez nous retrouver sur le stand de Des enjeux et des hommes au 2e étage. Merci, bonne fin de salon.